Depuis toujours, les habitants des îles éoliennes sont pêcheurs et paysans. Les deux cultes, celui d'Éole, dieu des vents, et celui de Vulcain, dieu du feu, ont relié entre eux les indigènes et les nouveaux arrivés grecs. Déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, ils s'organisent, équipent une flotte et se divisent en deux fractions. L'une cultive la terre, l'autre se bat en mer contre les pirates et dans les périodes de paix, chasse le thon et l'espadon. Ils prennent l'habitude de consommer leurs repas en commun dans des lieux publics, partageant les récoltes de la terre et les produits de la pêche. Les terres étaient attribuées par tirage au sort tous les 20 ans. Selon Tite-Live et Diodore, cette vie communautaire dura au moins 2 siècles. Ah, c'est ça. Aumenta! Quando tu hai acqua, passa la tua! Aumenta! Oh! Ferma! L'œuvre cyclopéenne de l'homme, on la voit encore dans la construction de ces murs à sec éventrés, dans ces terrasses qui se penchent comme de gigantesques escaliers vers la mer. Que de travail dans ces terrasses! Toutes ces pierres transportées une par une, à dos d'âne ou à dos d'homme, pour protéger les récoltes du vent et de la pluie. Sur les terrasses ensoleillées, au pied du volcan, on cultive toujours le raisin d'or, la fine malvoisie dont les Grecs et leurs dieux, déjà si friands, s'enivraient. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Témoin cette anecdote qui nous raconte la mort du duc de Clarence. Frère cadet du roi Édouard IV d'Angleterre, le duc de Clarence, condamné à mort en 1478 par le Parlement à la suite de ses complots, obtint, par faveur spéciale, le libre choix de son supplice. Amateur de vin fin, le prince demanda à être noyé dans un tonneau de malvoisie et cette exécution bachique lui fut accordée. On dirait du sirop de soufre, comme dit Maupassant. C'est bien le vin des volcans, épais, sucré, doré et tellement soufré que le goût vous en reste au palais jusqu'au soir, le vin du diable. Questo qui si fa. Allora, quanto c'è Un patrone non intende con le guanti, intende lavorare con le mani. Ces paysans-là, qui travaillent aujourd'hui comme le faisaient leurs ancêtres, n'ont pas eu droit aux bienfaits du progrès. Pas de machines agricoles, pas même le droit d'utiliser des gants de jardin. Selon le patron, on sent mieux l'outil à main nue, le rendement est meilleur. Véritables esclaves modernes, les journaliers qui gagnent à peine de quoi nourrir leur famille se sont résignés.
Ces objets témoignent de la vie quotidienne des petites gens, pêcheurs et paysans. Gianni, le pêcheur d'oursins, à la tête de pirates barbaresques, aux rides creusées comme des sillons, chaque matin au lever du soleil, se rend au jardin magique de la mer pour y cueillir les fruits colorés et juteux que la nature lui offre généreusement. À chaque saison, les femmes donnent grande part de leur journée au travail de cette terre volcanique si fertile. Plantant les tomates, soignant les capriers, butant les pommes de terre, taillant les vignes, récoltant des olives et les fruits. Una cosa, Caruso, quando avete Anna Maria da dormire, sul amore deve lasciare corrispondenti. Oh, sai come dice? Fare un vita sua. Anche una della nostra, avanti. Sono pure però il comincia, è vero mamma che... Tout comme ceux de l'Antiquité, les artistes d'aujourd'hui s'inspirent de la nature et des scènes de la vie quotidienne. Gisbert est allemand. Il a lui-même creusé pendant 18 ans, dans la roche de Filicudi, l'atelier où il vit et où il travaille. Il peint les enfants, les paysans, les pêcheurs de l'île, les fileuses et les amours perdus. Chantal est française. Elle crée des motifs floraux inspirés des îles. Voilà l'huile, je fais des fleurs de caprier, je fais des grappes, je fais des fleurs d'hibiscus pour des boucles d'oreilles, je fais tout ce qui est... C'est la nature ici qui inspire mon travail en fait. C'est pour donner une idée de ce que ça donne comme modèle après.
valanga metterai più sotto. Autrefois, sur les chemins, on rencontrait des filles de pêcheurs qui venaient troquer leurs poissons contre des olives, des capres, des légumes et du pain chaud. Les maisons colorées riaient au soleil doré. Et le soir, un petit peu de lune suffisait pour que les musiciens aillent jouer et chanter sous les balcons de ces mêmes jeunes filles devenues des madones au cœur débordant d'amour et de tendresse. Au commencement, il y avait le ciel et la terre. La terre était vague et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut des astres au firmament pour éclairer la terre, pour séparer la nuit du jour. Le soleil darda ses rayons, colora les montagnes, caressa la mer. La lune, toujours exacte, marqua les mois et divisa le temps. Des arcs-en-ciel naquirent de la tempête. Des nuages s'envolèrent comme des oiseaux, la voix du tonnerre résonna dans les montagnes et le vent cria ses colères. Le feu jaillit de l'eau et planta des îles dans la mer. En l'an 600 de la vie de Noé, la pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits. L'arche de roseau s'en allait à la surface des eaux. Lorsque les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées, que la pluie fut retenue de tomber, alors la colombe revint vers lui avec un rameau d'olivier dans le bec. Lorsque le brave patriarche arriva dans les îles, quelque chose de terrible, à son insu, se produisit. Des monstres et des merveilles, qui s'étaient cachés à l'intérieur de l'arche, attendirent que Noé fût endormi d'un profond sommeil. Et par une nuit sans lune, ils descendirent sur le rivage. Plus vite que l'éclair, ils coururent à l'intérieur des terres. Là, au fond d'un vieux cratère, ils se mirent à danser une ronde endiablée.
Au matin, Noé repartit. Les monstres et les merveilles sont restés. Tous ceux qui parcourent la mer en comptent les dangers. Leurs récits nous remplissent d'étonnement. Et voilà l'île, alentour de laquelle bouillonne la mer. Là est la profonde Charybde. Et là, les menaçants murmures du volcan font craindre que sa colère depuis longtemps amassée ne vomisse encore de ses gouffres béants des tourbillons de flammes. Passe sans t'arrêter, car là est le pays du cyclope. Quand tes rameurs auront dépassé les sirènes, tu prendras la route des pierres du pinacle, Pietralunga et Pietramenalda. La première ne s'est jamais laissée frôler des oiseaux, même pas des timides colombes, qui voient Jupiter apporter l'ambroisie. La seconde ne s'est jamais laissée doubler par un vaisseau des hommes. Un seul des grands vaisseaux de mer put échapper. Ce fut Argo. C'est Argo que, partout, vont chantant les Aèdes. Le flot l'avait jeté contre ces grandes pierres, mais Junon, pour l'amour de Jason, le sauva. Et nous gagnons Éolie, où le dieu du vent, cher aux immortels, Éole, a sa demeure. C'est une île qui flotte. Une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière. Mère de toutes les légendes, Lipari accueille successivement tous les fils de la Méditerranée. Aventuriers phéniciens, grecs mythiques, ingénieux étrusques, conquérants romains, carthaginois belliqueux, arabes précurseurs. Puis ce furent les grands voyageurs normands, bâtisseurs de cathédrales, les angevins raffinés et courtois, les barbares espagnols et les bourbons décadents. La citadelle est bâtie sur l'ancienne ville gréco-romaine qui domine, du haut de ses rochers de lave volcanique, les deux ports de Marinalunga et de Marinacorta. C'est le centre historique le plus important de l'île où l'on conserve jalousement les témoignages du passé. Ces pierres d'obsidienne, armes redoutables, ont été exportées dans toute la Méditerranée. Donc, il y a une matière première pour l'archéologie extraordinairement riche. Mais cette documentation s'est conservée parfaitement et arrivée à nous dans des conditions exceptionnelles à cause d'un étrange phénomène géologique. Le vent de Mistral, le vent qui vient de l'ouest, balaye les hauts plateaux de l'île, transporte une quantité de poussière, de cendres volcaniques, qui se dépose sur la zone où est la ville actuelle et cette acropole, n'est-ce pas, ce rocher naturel qui constitue une vraie forteresse naturelle sur laquelle les hommes se sont toujours établis dans toutes les périodes de danger, de guerre, n'est-ce pas, de menaces, d'incursions ennemies. Et ça a été donc le siège des villages préhistoriques, ça a été puis l'acropole de la ville grecque et romaine, le siège de la ville moyenâgeuse, etc. Or, cette accumulation de cendres volcaniques transportées par le vent a porté à la formation depuis le néolithique moyen, n'est-ce pas, disons depuis 4000 avant Jésus-Christ, à une formation de couches d'une hauteur de presque 10 mètres. Donc, ça a été une archive qui a régulièrement conservé, n'est-ce pas, couche sur couche,
toute la documentation de toutes les civilisations qui sont fleuries et qui se sont succédées sur ce rocher. C'est dans ce parc archéologique qu'ont été reconstituées les tombes gréco-romaines, en grande partie récupérées dans la nécropole de Diane. Dans l'une de ces tombes a été retrouvé un cratère représentant un épisode de l'Odyssée. Ulysse reçoit de Marone, prêtre d'Apollon, l'outre en peau de chèvre de ce vin noir si doux qui servira à enivrer Polyphème. Ho ritrovato il tuo volto come quando ti lasciai, colorato dalle alghe e dalle rocce, dove stelle filanti disegnano cammini lontani che vengono a perdersi fra cielo e mare. Nella tua voce c'è l'eco di un vulcano spento che porta il rimpianto di antichi furori, e nella monotonia dei giorni che vanno sembra rinascere a nuove passioni. Nel tuo ventre dormono mostri meravigliosi, pronti a scatenarsi ad un tuo cenno. Al di là delle nere scogliere dorme il vento e ti racconta le storie di sempre. Ma quando all'orizzonte tu sembri sanguinare, cavalli di fuoco galoppano sulle tue onde, ed è l'ultimo abbraccio prima della sera, quel tuo morire mi sembra vero. Io sono il marinaio che ritorna al mare, un brivido di schiuma sulla tua pelle, ma nel tuo cuore che ha 1000 volte amato ci sarà per me un po' d'amore.